Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la nouvelle lune du 23 février 2020. Alors, c'est une nouvelle lune très spéciale, mais avant, je voulais juste remercier un peu tout le monde là, pour tous les commentaires qui sont venus suite à la dernière capsule vidéo d'astrologie pour la pleine lune du 9 février. Il y a eu de très bons commentaires et d'ailleurs, il y en a un que j'ai retenu qui était extrêmement constructif, un petit défi en même temps, qui va quand même inspirer passablement la capsule d'aujourd'hui. C'était, c'était un commentaire. Ben, vous vous rappelez, là, dans la dernière vidéo, on avait parlé passablement du féminin, du rôle du féminin, sa place. On pourrait imaginer là, le féminin sacré, ce genre de sujet. Eh bien, dans un des commentaires, il y avait eu en fait la question ou plutôt l'approche qui dit c'est extrêmement intéressant, on raisonne beaucoup à ce que bon, j'avais amené dans cette vidéo. Cependant, on parle beaucoup et souvent du féminin sacré, de toute la dynamique du féminin, le rôle du féminin, mais on parle un peu moins souvent du côté sacré du masculin. Et on parle souvent qu'on comprend le masculin, que c'est quelque chose de très régulier, que effectivement, dans certaines tendances là, qui vont vers le masculin, beaucoup, que c'est très à la mode, les qualités, on va dire, masculines là, dans la société aujourd'hui. Mais cependant, le côté sacré de ça manque et la question c'était en tant que femme et même aussi pour les hommes là, de comprendre, mais surtout en tant que femme de se rapprocher de ces qualités du féminin sacré, de le retrouver quelque part et connecter avec, ou surtout en fait le trouver, hein, parce que bon, pour le retrouver, il faut le retrouver avant. Et donc, de se rapprocher de cette énergie, évidemment, c'est bon et c'est bien de bénéficier aussi du masculin sacré, du côté sacré, du côté masculin. Et ça, je suis vraiment d'accord. Donc, effectivement, c'est un commentaire qui pour moi était très constructif, surtout que vous allez voir là pour les aspects de la nouvelle lune du 23 février, il y a des aspects qui parlent justement de ça. Et donc, je me suis dit, ben pourquoi pas, allons-y, prenons cet angle pour justement bien travailler cette fameuse nouvelle lune du 23 février qui s'en vient. Alors, vous voyez, c'est un très gros sujet. Et avant de rentrer dans le détail de tout ça, je voulais vous donner quelques idées de notions de base qui expliquent un tout petit peu quand même ma démarche et comment je suis capable d'approcher donc ce sujet-là. Quel est mon angle d'approche en fait qui me permet là d'avoir quelques outils pour faire avancer ce genre de sujet. Et si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que pour moi, le fait que Neptune soit en poisson, c'est quelque chose d'extrêmement important. On sait que Neptune, ça lui prend environ 165 ans pour faire un tour du zodiaque. Donc, en ce moment, Neptune étant en poisson, dans le signe que Neptune gouverne, nous sommes extrêmement chanceux de vivre un moment avec Neptune en poisson. Ce n'est pas tout le monde qui, dans son incarnation, vit un moment où Neptune est en poisson. Et donc, Neptune nous révèle de ses secrets énormément, en fait, plus que jamais, en tout cas pour nous, hein, dans notre incarnation actuelle, c'est pendant que Neptune est en poisson. Et pour moi, les mystères de Neptune sont très grands et justement, tout ce que je mentionne en ce moment est quand même, vous allez voir, teinté moi je dirais d'une petite révélation, là, que Neptune a fait, en tout cas pour moi, là, que j'ai reçu de Neptune dernièrement. C'est vraiment cette énergie-là du Neptune en poisson qui partage ses cadeaux abondamment. Je l'avais dit dans au moins une capsule, hein, d'avoir l'oreille tendue pour écouter ces messages. Ils sont extrêmement importants. Voilà. Donc plonger dans Neptune plutôt que de le voir juste comme une planète qui en général touche la spiritualité ou la religion, tu sais, des choses là générales qui nous amènent pas très loin, mais vraiment, si on veut travailler avec les planètes, il faut plonger un peu dedans, méditer dessus, prendre vraiment, recevoir un peu les messages finalement de ces planètes-là pour pouvoir aller plus loin. Et donc voilà, je vais vous partager là un petit peu, pour moi, c'est cette approche que j'avais utilisée lors de la dernière vidéo, mais je ne l'avais pas décrite d'où est-ce que ça vient vraiment. Et donc, si on s'intéresse justement au féminin sacré, au masculin sacré, à ce côté en fait
des deux, du côté homme-femme, masculin-féminin, mais qui va vraiment en profondeur et qui vient toucher un petit peu, mais quel serait le sens ou comment on pourrait vraiment toucher un peu cette énergie, mais avec précision, avec profondeur, avec un sens de respect vraiment puissant, qu'on sait qu'on est en train là de se réaliser de plus en plus. Et pour moi, c'est dans justement une méditation particulière là, dernièrement que un peu cette révélation m'est venue. Elle est très simple et vous allez voir, ça sonne un peu bateau, hein. Pour moi, quand je l'ai compris, ça m'a fait très drôle. Je pensais que je savais déjà cette notion-là, mais je l'ai compris d'une nouvelle façon et vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, simplement, vous vous rappelez que Neptune représente l'amour divin. Et ça, l'amour divin, quand on l'entend, évidemment, ça ne nous dit pas grand-chose. Simplement parce que le divin, souvent, va nous paraître très loin de nous. Simplement. Et l'amour aussi, d'une certaine façon. Ben, l'amour est proche, l'amour est loin, l'amour a beaucoup de degrés, hein. L'amour, il y a beaucoup de degrés dans l'amour et ceux que l'on expérimente, les degrés que l'on vit, qui sont le plus discutés, le plus en vogue, le plus nommé, le plus échangé, ont quand même une limite assez claire et font en sorte que l'amour divin, quand on connecte les deux ensemble, ben ça fait peu de choses. Ça nous fait rêver, surtout pour ceux qui aspirent quand même au divin. Ben ça nous fait quand même rêver, ça nous touche, ce fameux mot, mais comment aller plus loin avec cette fameuse idée que Neptune représente l'amour divin? Et pour moi, c'est un peu le meilleur résumé hein, de Neptune, mais vraiment. Je trouve ça vraiment un résumé exceptionnel. Pour Neptune, c'est deux mots mis ensemble. Il faut les approfondir, évidemment. Quand on fait juste les entendre comme ça, comme je disais, ça ne dit pas nécessairement grand-chose, là. Cependant, il y a beaucoup derrière ça. Et justement, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis un peu penché sur ces deux mots pour justement recevoir un peu les révélations de Neptune en Poisson. Parce qu'on a plusieurs années pour le faire, mais ces années passent les unes après les autres. Déjà, Neptune a parcouru plus de la moitié de son signe. Donc, si on veut vraiment en bénéficier, ben, il faut s'y mettre. Donc voilà, à travers tout ce qui se passe chaque jour, de temps en temps, c'est bon d'y mettre un peu d'attention. Donc voilà ce que j'ai fait. Et très simplement, pour moi, c'est qu'en fait, ça m'est apparu très clair que ce qui nous permet, en tant qu'être humain, de se rapprocher de la divinité, de se rapprocher du monde divin. Et là, encore une fois, je suis très conscient que pour la plupart d'entre nous, quand on dit divin, ça nous fait un peu peur. C'est quelque chose de trop loin, qu'on ne connaît pas, qui nous insécurise. Cependant, si on entre à l'intérieur de nous, et qu'on est très sincère, et qu'on pense au monde divin, on va voir que, effectivement, il y a une peur. Cependant, il y a un moyen d'y accéder, qui est très particulier, et très doux, et très agréable, et duquel nous n'avons pas peur. Et il s'agit de l'amour, en fait. Et pour moi, en tout cas dans mon vécu, je me suis analysé, j'ai vérifié mes réactions, j'ai vérifié toutes sortes de choses dans mon comportement, dans comment je suis. Ce qui, moi, me motive énormément à aller toucher le divin, eh bien, c'est l'amour. Et, et l'amour dans son sens le plus large, dans le sens qu'il va toucher des notions communes au début, mais plus on le chauffe, plus on le pousse justement vers le monde divin, plus c'est un amour qui s'élève. Et pour moi, en tant qu'homme, je dois avouer que ma facilité la plus grande pour aller toucher justement ce monde divin, c'est par l'amour, mais des femmes évidemment, déjà de ma conjointe, donc déjà de cette force féminine en fait. C'est cette attraction du féminin, pour moi, qui crée donc cette attraction, qui génère cet amour en moi, qui crée cette attraction vers le monde divin. Je sais que ça sonne très bateau, je suis très conscient de ça, mais je vous dis, pour moi, c'est énorme d'avoir compris ça et ça me montre beaucoup de choses. Parce que si on est vraiment honnête avec soi et qu'on va vérifier ça, cette attraction envers en général le sexe opposé, là, eh bien, cette attraction-là, c'est celle qui nous pousse vers le divin. Et donc, on peut en déduire qu'en termes très général, les hommes vont être attirés beaucoup vers la mère divine.
à cause que c'est l'amour envers la femme, donc envers le féminin sacré, qui se développe le plus. C'est comme si notre contact avec le divin, il touche à la mère divine en premier. Bon, évidemment, dans certaines religions, la mère divine, on ne sait même pas c'est quoi nécessairement, c'est même pas nommé. Donc, déjà là, ça complique la chose. C'est difficile, c'est encore plus difficile d'avoir accès au divin si on enlève la mère divine de l'équation. Ça veut dire le féminin sacré. Si on enlève l'équation, là, c'est super dur et c'est vraiment complexe. Mais si on l'ajoute, si on l'inclut dans l'équation, eh bien, pour les hommes, c'est sûr que beaucoup plus facile d'avoir accès au divin si on passe par l'amour. Et c'est Neptune qui nous révèle l'amour divin, qui nous révèle que l'amour de cette polarité opposée de en fait, nous conduit au divin directement. C'est pour ça que l'amour du sexe opposé peut prendre des proportions gigantesques, et c'est pour ça aussi qu'existe tout ce principe de l'âme sœur, de voir l'autre, de voir le divin à travers l'autre. Bon, ça, j'en ai déjà parlé plus dans d'autres capsules, là. Je ne vais pas répéter les notions de l'âme sœur, mais vous voyez un peu l'idée que à travers l'amour de l'autre et toute cette idée de l'âme sœur qui se reflète dans l'autre, nous avons accès au divin et c'est la façon la plus douce d'avoir accès au divin. Si l'on se force à méditer sur le divin sans avoir un accès qui touche l'amour, donc sans Neptune en fait, sans avoir cet accès-là, Neptune qui, on dit en astrologie, qui est l'octave supérieure de Vénus en passant, qui représente justement l'amour, mais d'un niveau un petit peu plus relié à la matière quand même. Mais bon, il y a différents niveaux aussi pour Vénus, là, je ne veux pas prendre trop de temps sur ça, mais juste de dire, c'est juste pour vous donner un peu l'idée à quel point Neptune représente vraiment cet amour divin. Donc à quel point, avec ce lien-là au sexe opposé, en fait, à cet amour qui se crée avec cette attraction, c'est là que cette aspiration vers le divin vraiment vient nous chercher très 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 fort. Et donc, c'est bien pour ça que moi, dans ma capsule, j'avais parlé surtout de la place du féminin aussi parce que bon, ça manque énormément, hein, ces qualités féminines sacrées manquent énormément, mais il est vrai, par le commentaire que je mentionnais au début, que les qualités masculines élevées, donc qui touchent le divin, manquent aussi. Hein, je ne suis pas fou, je le vois aussi, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est sûr que moi, en tant qu'homme, amoureux donc de la femme, du féminin sacré, que c'est ça, moi, qui me propulse vers le monde divin en premier, parce que c'est à travers ce chemin d'amour que j'y ai accès le plus, bien évidemment, c'est de ça que j'ai parlé en premier. C'est ce qui est le plus naturel pour moi. Cependant, vu la demande, je vais faire un effort dans cette capsule de tâcher, en tout cas, de m'approcher le plus possible, de donner un aperçu, surtout que ça colle tout à fait là. En fait, c'est comme une suite logique déjà dans le ciel, d'aller travailler sur les qualités du masculin sacré. Qui est un petit peu moins à la mode là, dans le monde, disons, de ceux qui font un travail intérieur. C'est un tout petit peu moins en vogue, je dirais, le féminin sacré. En tout cas, je ne sais pas où vous êtes, mais dans le coin où je vis, moi, c'est beaucoup plus en vogue. Les ateliers sur le féminin sacré, tout ça, c'est beaucoup plus comme un sujet à la mode. Le masculin sacré, c'est comme si c'est en train de percer, mais c'est pas encore tellement présent. Donc, voilà, c'est pour vous dire un petit peu la petite introduction et mon chemin d'accès, pourquoi moi je l'ai abordé de cette façon. Puis en plus, dans les aspects, pour moi, c'est ce qui sortait le plus. Voilà, donc, en toute sincérité, je vous partage un petit peu ce chemin d'accès parce qu'en plus, ça vous donne une clé pour la compréhension de Neptune, pour le voir dans son côté positif. Parce qu'on le sait, hein, Neptune dans son côté négatif, bon, l'alcool, les drogues, la religion mal comprise, les excès exagérés vraiment beaucoup, toutes ces choses, bon, je ne veux pas m'attarder sur ça, parce que le but, c'est de vous donner cette vision très positive et qui va de l'avant de Neptune, qui est ce chemin de l'amour de notre polarité opposée, et donc cet amour qui nous tire vers le divin. Parce que dans l'amour pour l'autre, l'âme sœur se glisse et ouvre un chemin vers le divin. Et c'est comme ça que c'est facile d'avoir accès au divin. C'est un secret extrêmement important parce qu'il ne faut pas, en spiritualité, se forcer à aller vers le divin. Quand on fait ça, ça brise des choses en nous très souvent. Il faut faire attention. Il ne faut pas trop se forcer. La volonté, ça en prend. Pour faire certains exercices, c'est correct, mais il ne faut pas se forcer parce que si on se force trop, là, on perd énormément. L'amour, c'est important. Et donc,
dans tout ce chemin justement d'amour de Vénus, si on est capable de le vivre de façon le plus subtile, le plus grand possible, eh bien, ça nous pousse dans le monde de Neptune. Et là, comme il est en poisson, il nous donne énormément en ce moment. Et donc, ça nous pousse vers ce monde de l'amour qui nous tire vers le divin, chacun vers une partie du monde divin qui nous correspond, qui est principalement divisée donc en Mère divine, Père céleste. Donc, les deux grands principes, c'est quand même les deux grandes racines très puissantes pour se relier au divin. Après, le reste du monde divin, ben, à chacun de l'explorer. Mais déjà, ces deux principes sont extrêmement importants et sont clés. Donc, voilà. Et cette polarité naturelle, c'est voilà. Je ne me répète pas plus que ça, merci beaucoup. Donc, allons maintenant directement dans le sujet de cette nouvelle lune du 23 février. Donc, dans cette nouvelle lune, il y a des aspects très particuliers. Alors, regardez bien, il y a donc la conjonction Soleil-Lune hein, qui crée la nouvelle lune. Hein. Une nouvelle lune, encore une fois, c'est toujours une conjonction de Soleil et de Lune. Ils sont à 4 degrés en Poisson. Voilà, c'est pour ça que je parle de Neptune spécialement dans cette capsule-ci. C'est que la nouvelle lune nous ouvre une porte dans le signe du Poisson. Et vous allez voir qu'elle est extrêmement aspectée, cette nouvelle lune. Donc, la conjonction Soleil-Lune, très, très aspectée. Il y a beaucoup d'aspects dessus, extrêmement importants. Et qui est dans le signe, justement, où il y a Neptune qui s'y trouve, sachant que la pleine lune qui va suivre, le Soleil se trouvera en conjonction avec Neptune, dans le même signe des Poissons. Et donc là, on est au moment de la nouvelle lune, et vous savez que la nouvelle lune, c'est un moment où les énergies ouvrent et vont croître, grandir, grandir, grandir tout le long entre la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune étant l'apogée de cette croissance, mais qui naît au moment de la nouvelle lune. Et donc, ce travail avec le Poisson commence au moment du 23 février et de façon très forte. Et donc, tout ce travail neptunien, avec les deux principes, avec cet amour divin et tout ce que je viens juste d'expliquer, c'est un moment très clé pour travailler dessus. Et donc, voilà, j'encourage vraiment tout le monde en tout cas, à apprivoiser déjà cette vision et à vérifier si ça vous parle, si dans vos méditations, cela vous aide, en tout cas vous donne, peut-être que vous avez déjà évidemment, hein, il y en a plein qui auront déjà trouvé ça, hein. Je n'ai pas du tout la présomption de dire « Ah, j'ai trouvé quelque chose d'unique », mais en tout cas, ça peut donner une petite ligne où ça peut au moins nous soutenir dans notre travail avec Neptune, justement, avec l'énergie que j'ai mentionnée au départ. Donc voilà. C'est très clé de parler justement de cette énergie Poisson-Neptune maintenant, à cause de cette position de cette nouvelle lune, Soleil et Lune, à 4 degrés en Poisson. Et là, on va partir de ce point 4 degrés en Poisson où il y a Soleil-Lune, et on va voir que de chaque côté, il y a des demi-carrés. Donc, on a d'un côté Jupiter en Capricorne à 18 degrés, et de l'autre, Vénus en Bélier à 18 degrés aussi. Et c'est ça. Et ça fait donc un carré entre eux. Donc, entre Vénus à 18 degrés et Jupiter à 18 degrés en Capricorne, Vénus en Bélier, ces deux-là font carré. Et au milieu des deux se trouve à 4 degrés. Ça serait 3, mais c'est quand même très, très, très proche. Donc, ça va être des demi-carrés, quand même très précis, avec la nouvelle lune. Donc, ça, ce sont des aspects très importants. On voit que c'est très encadré. Et si on va un tout petit peu plus loin, on voit Uranus en Taureau à 3 degrés. Et aussi, de l'autre côté, nous voyons Mars qui est, lui, à 4 degrés en Capricorne. Donc, qui font trigone ensemble. Uranus-Mars. Et vous avez compris qu'au milieu, en plein milieu des deux, se trouve la nouvelle lune à 4 degrés, donc en Poisson. Donc, vous voyez qu'il y a deux aspects. Il y a un trigone et un carré. Et pour ces deux, le trigone, Uranus-Mars, et pour le carré, Vénus-Jupiter, en plein milieu de ces deux aspects-là se trouve la fameuse nouvelle lune en Poisson à 4 degrés. Donc, tout ça est très précis et c'est vraiment orchestré d'une façon particulière. Donc, ça fait une nouvelle lune là qui est extrêmement clé. Et le centre de tous ces aspects, c'est la nouvelle lune en Poisson. Donc, c'est ce travail en Poisson qui commence et on sait qu'il va atteindre son apogée à la pleine lune qui sera le 9 mars, qui va atteindre son apogée avec ce fameux soleil conjoint à Neptune en Poisson. Donc, vous voyez que le travail en Poisson, il est clé. Et vous voyez aussi que dans le carré,
Jupiter-Vénus, ben, il y a Vénus qui est impliquée. Et dans le trigone Uranus-Mars, il y a Mars qui est impliqué. Donc on voit les deux polarités, Mars-Vénus, qui sont souvent rattachées à l'idée homme-femme. Hein. Vénus représentant évidemment la femme, Mars l'homme. Ben, vous voyez que ces deux principes sont dans l'équation. Et comme on a travaillé beaucoup le côté féminin dans la fameuse pleine lune passée, là, cette fois-ci, du 9 février, ben, cette fois-ci, on va voir le côté masculin, donc avec ce trigone d'Uranus en taureau qui fait trigone à Mars en Capricorne, qui lui fait son entrée dans le signe du Capricorne, et c'est vraiment clé. Ah oui, parce qu'une autre raison pourquoi on va travailler le côté masculin, parce qu'on pourrait dire, il y a le carré avec Jupiter, là on pourrait travailler le féminin, ce qui est vrai, hein, mais on va plutôt s'attarder cette fois-ci sur le côté masculin. Pourquoi? Parce que c'est très 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 clé ce qui se passe avec Mars. Il entre en Capricorne et il va joindre les troupes des grands aspects en Capricorne, là où il y a Saturne, Pluton en conjonction. Jupiter s'approche, bientôt il va entrer en conjonction aussi. Et Mars va s'ajouter là-dessus très bientôt. Et donc, on voit qu'il y a toutes des planètes masculines, là, Jupiter, Saturne, c'est quand même très masculin, Mars aussi qui s'ajoute, tout ça sur Pluton. Et donc, le pouvoir, donc Pluton, la façon dont on voit le pouvoir du masculin, c'est le moment de le travailler. Tout comme on avait le moment pour travailler le féminin avant, dans la pleine lune du 9 février. Donc, vous voyez là qu'il y a tout un sens à aller travailler le sens du masculin sacré et c'est énorme. Vraiment, c'est très, très, très gros ce travail-là qui s'en vient. Au niveau planétaire, c'est quelque chose de très grand. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples à donner. Donc, commençons avec cette approche. Je sais qu'il y a beaucoup de données dans cette vidéo-là, mais restez avec moi, vous allez voir, c'est super intéressant. Donc, je vais faire une petite parenthèse. Maintenant, vous avez vu l'approche. Vous voyez qu'on va travailler avec le Mars qui entre en Capricorne, qui se prépare à réviser comment on utilise le pouvoir du masculin avec cette grande conjonction qui s'en vient en Capricorne, qui est la conjonction majeure de l'année en passant. Ce qui se passe en Capricorne à la fin, c'est le plus gros aspect de l'année. Et que Mars arrive là-dedans, ça y est, ça va être le summum de cet aspect-là. Ça va être énorme en fait. Et ça s'en vient très bientôt. C'est un peu le début de ça avec cette nouvelle lune, hein, qui est vraiment majeure et qui touche, et le ciel a été très clair pour montrer que ça touche ce point en poisson et qu'on va placer, qu'on va travailler sur les mystères de Neptune en poisson. Voilà, comme j'ai expliqué avant. Donc, petite parenthèse. Alors, ça touche, bon, quand on parle du masculin sacré, c'est important de voir d'où nous partons, hein, en tant que société. D'où est-ce qu'on part avec le masculin? Où est-ce qu'on se trouve? Où est-ce que sont nos valeurs masculines en ce moment? Comment est-ce qu'on voit le masculin aujourd'hui? Et ça, c'est important de voir d'où est-ce qu'on part, parce que c'est notre point de départ. Donc, si on veut avancer, il faut être conscient de ça. Et un exemple que je trouve pour moi qui parle énormément et qui est planétaire, vraiment pour tous, le monde entier voit ça, le monde entier est au courant de ça, c'est quelque chose voilà, qui concerne les États-Unis. Et là, je sais que ça va être redondant pour plusieurs, mais le fameux Donald Trump. Hein? Monsieur Trump, le président des États-Unis actuel, si vous faites un petit saut en arrière, au moment des élections, il y avait un carré Jupiter-Pluton. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ça fait bientôt 4 ans, mais il y avait un carré Jupiter-Pluton. Pluton était bien sûr en Capricorne, Jupiter en Balance, et il y avait ce carré qui, moi à l'époque déjà, hein, je disais, c'est un carré qui nous montre qu'on veut dévoiler au monde quelle est l'utilisation du pouvoir actuel dans l'humanité. Hein? Où est-ce qu'on place le pouvoir dans l'humanité? Et les États-Unis, c'est quand même un grand pays qui est bien placé pour montrer ça à tous, surtout du côté occidental. C'est quand même un pays relativement important quand même, et donc qui donne un certain exemple, que tout le monde va voir ce qui se passe. Et effectivement, il y a eu l'élection de M. Trump, et on voit depuis les bévues, hein, toutes les déboires, toutes les choses tellement étranges qui nous montrent comment ce fameux masculin-là, qui est mis sur un piédestal, hein, qui est quand même président des États-Unis, qui au niveau de l'Occident, là, c'est un énorme pays, et voilà, on met à la tête de ce pays ce masculin-là.
juste pour qu'on soit clair. Là, cette année, hein, en 2020, il va encore avoir les élections des États-Unis, et comme par hasard, il faut dire que c'est normal, hein, parce que Jupiter pour faire son cycle dans le zodiaque, c'est 12 ans. Comme les élections viennent à tous les 4 ans, eh bien, Jupiter, il bouge de un quart du zodiaque à chaque fois, environ. Ça donne à peu près ça. Et là, ça donne que Jupiter, qui faisait carré comme ça, eh bien là, il arrive donc près de Pluton. Il est en carré à Pluton, et là, il va être en conjonction à Pluton. Plus ou moins précisément, mais l'année 2020 est l'année où, justement, Jupiter est en conjonction à Pluton, et là, cette fois-ci, en plus, il y a Saturne dessus. Et en plus, maintenant, il y a Mars qui s'approche et qui va passer sur tout ça. Donc, vous voyez que c'est un moment où, au niveau mondial, ce fameux masculin qu'on a mis au niveau de la présidence d'un des pays les plus observés en Occident, eh bien, c'est montré devant tous. Et là, en novembre, où il y aura les élections des États-Unis, les aspects sont encore plus puissants que la fois d'avant. Et pour moi, hein, pourquoi il a été placé là, ce fameux M. Trump, c'est pour montrer au monde entier, en tout cas pour la partie occidentale, mais vraiment le monde entier regarde, qu'est-ce que justement l'Occident met à la tête, en tout cas un pays, hein, met à la tête de son gouvernement. Et là, on est pile dans le sujet, on est en Capricorne, il y a Pluton, Saturne, Jupiter, c'est exactement ça. Et là, la question c'est, en tant qu'humanité, est-ce que nous avons compris ce qui se passe avec ce gouvernement à la tête, avec ce masculin qu'on met comme ça à la tête? Est-ce qu'on a compris que d'avoir fait ce geste pour les Américains, hein, que c'est un modèle pour le monde entier, et ça concerne le monde entier en passant, hein. C'est pas que les Américains, on dit c'est des affaires des Américains, non, du tout. Ça concerne le monde entier parce que c'est un modèle de masculin qui est placé, et ça reflète ce qu'il y a dans l'humanité aujourd'hui. On le mérite, ce truc, hein? On l'a tous choisi, on l'a tous voté, même si on n'a pas signé, là. On l'a tous mérité, ce Trump, qui fait tout ce qu'il fait, en tout cas. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne sais pas si vous suivez ou pas, mais bon. On l'a tous mérité, ce truc, les mouvements qu'il fait. Je sais qu'il y en a qui le défendent, là, mais en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Mais en tout cas, en tant que modèle de ce qui sort de lui, ça, c'est indéniable. Tout ce qui est percevable de lui, il y a peut-être des choses cachées qui, soi-disant, seraient bonnes. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais en tant que modèle, c'est très clair, le type de modèle masculin qui sort de ça. Voilà les valeurs actuelles de l'humanité. Voilà où il est placé, ce masculin, aujourd'hui. Et donc, la question, est-ce qu'il va être réélu, hein, en novembre qui vient? Ben, c'est très, très, très simple à répondre. Est-ce que l'humanité aura fait un travail pour faire évoluer, justement, ses valeurs masculines, pour s'être rapproché du masculin sacré? Est-ce qu'on s'approche de ça au niveau de l'humanité? Parce que c'est un représentant là qui touche vraiment l'humanité. Est-ce qu'on aura fait ce geste ou pas? Et donc, c'est à chacun de nous de faire avancer cette valeur du masculin sacré si on veut qu'il y ait un progrès à ce niveau-là. Hein? C'est de ça que ça dépend. Après, les détails au niveau politique, tout ça bouge, fluctue, tout ça, le ciel, quelque part, peut vraiment travailler avec ces choses. Par contre, ce qui est dans nos mains à nous réellement, et qu'on soit n'importe où sur la planète, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce masculin sacré, comment est-ce qu'on le voit, comment est-ce qu'on peut le faire évoluer. Et ça, c'est dans les mains de tous. Et donc, ça concerne tout le monde sur la planète. Donc voilà, l'importance de cette nouvelle lune du 23 février qui nous fait travailler sur le masculin sacré avec on le sait, hein, les aspects qui vont venir après, qui vont simplement augmenter avec la pleine lune qui va suivre du 9 mars 2020. Donc ça va suivre et il y a tout un timing, là, il y a tout un travail de ça qui va durer toute l'année 2020 durant, en passant, à cause des aspects importants en Capricorne, Saturne, Pluton conjoint, Jupiter aussi qui se met de la partie. Voilà. Vous comprenez que c'est un sujet d'extrême importance pour moi. Encore une fois, pour Trump, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas dans les gros trucs politiques, là. C'est pas trop mon truc. Ce qui compte pour moi, c'est qu'on approfondisse les sujets intérieurs qui sont réellement à la portée de tous et sur lesquels tout le monde peut faire une différence et influencer d'autres. Et donc, cette capsule, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais partagez-la le plus que vous pouvez. Honnêtement, pour moi, c'est un travail que planétairement, ça serait bien de le faire. Je sais que, bon, on a une petite chaîne, là. Il n'y a pas grand monde quand même qui vont voir, mais partagez amplement. Ça vaut la peine de
de travailler sur le sujet. Parce que pour moi, le nerf de la guerre, quelque part là, dans le sens, le principal de ça, c'est le sujet du masculin sacré, en fait. Donc allons-y maintenant. Qu'est-ce que ça nous dit, le masculin sacré? Comment l'approcher? Déjà, l'importance de ce modèle, qu'est-ce que ça influence? Avec M. Trump, on a une bonne idée de l'importance de travailler un sujet pareil. Donc ça, c'est dans quelque chose de très extérieur. Évidemment, dans l'intérieur, ben, ça soutient tout. Bon, je ne vais pas non plus plaider ça trop longtemps. Donc allons maintenant dans le sujet lui-même. En passant, c'est un sujet qui est plus difficile pour moi d'aborder, parce que comme je disais au début, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'aller explorer le féminin sacré, bien que c'est sûr que bon, je suis un homme, hein, donc évidemment, moi, je dois représenter, je dois travailler sur ce masculin sacré le plus possible, mais évidemment, c'est difficile de se voir soi-même, on le fait, hein, mais je veux dire, c'est pas nécessairement évident, on travaille vers ça, on le souhaite le plus possible, mais c'est un travail à long terme et je n'ai aucunement la présomption d'être arrivé à quoi que ce soit. Donc, j'avance tranquillement sur ce chemin et s'il vous plaît, soyez indulgents parce que pour moi, c'est moins facile parce que par rapport au féminin sacré, comme il y a l'amour divin que j'ai expliqué au début, ça me relie à ce monde et facilement, je peux avoir accès plus facilement donc au féminin sacré. Pour le masculin sacré, je le recherche, je travaille dessus, mais c'est peut-être un petit peu moins naturel, donc s'il vous plaît, soyez un petit peu indulgents avec moi, là, j'ose, hein, franchement. Donc une chose, en tout cas, dans mon travail, mes méditations là, des derniers temps, mon travail intérieur, qui est venu, euh, voilà, c'est l'idée, il y a un dicton qui se dit assez souvent, c'est comme une piste qui m'est arrivée, qui dit « Qui prend mari, prend pays ». Vous connaissez peut-être cette expression. Il ne s'agit pas du tout de la reporter sur son côté extérieur, là, que vraiment la femme doit suivre l'homme dans le pays où il vit, ou dans la ville, ou whatever. C'est pas vraiment pas ça l'idée. C'est vraiment de creuser un tout petit peu avec cette expression et de voir que l'homme, en réalité, et vous savez qu'en astrologie, il y a Jupiter et Saturne qui représentent les deux planètes transpersonnelles et qui sont présentées comme des planètes masculines, en général. Il y a une façon de voir Saturne dans le son féminin, c'est vrai, hein, je ne veux pas quand même pas nier ça. Sauf que dans une version un petit peu générale, les deux planètes Jupiter et Saturne vont être présentées de façon masculine. Souvent, on va dire des rois ou des prêtres ou des rôles de gestion de quelque chose de vraiment grand. Et tout ça, pour moi, reflète que l'homme doit, que l'homme, en fait, que tout homme est un peu à la tête d'un certain royaume. Alors là, évidemment, c'est un royaume intérieur. Hein? Ce n'est pas un royaume extérieur nécessairement. Ça peut s'extérioriser, mais le plus important, c'est le royaume intérieur. Et que l'homme, il y a tout un monde autour de lui. Il y a tout un monde, il y a toute une façon de penser. Parce que dans un royaume, il y a des lois, il y a des règles. Et autour de l'homme se trace un paquet de règles, de lois, de choses comme ça. Il y a comme un royaume qui s'y met autour de l'homme. Et là, je sais, attention, je sais que c'est un sujet extrêmement délicat, hein? Homme-femme, très rapidement, là, je le sens tout de suite, là, qu'il y en a qui vont réagir à ça. Oh là là, c'est pas évident. Mais je vous dis, hein, pensez, prenez le temps d'y penser. L'homme, donc, un royaume qui se crée autour de lui. Parce qu'il a cette position, il a cette polarisation, en fait, en lui, où il y a un royaume duquel il est à la tête. Et c'est une énergie masculine, ça, d'être à la tête d'un royaume. Je sais qu'il existe des reines, toutes sortes de choses, je comprends, mais on est dans les principes. Et il y a donc cette idée de royaume. Et donc, dans un royaume, il y a justement les chevaliers qui vont défendre le royaume. Il y a tout un système de valeurs. Si vous pensez à la table ronde du roi Arthur, tout ça, vous voyez qu'il y a tout le principe masculin qui était présenté justement comme ça à la tête d'un royaume. Et c'est souvent comme ça dans les contes. Et vous voyez que les contes reflètent une grande partie de vérité quand même. Et qu'il y a vraiment un homme, donc le côté masculin, crée un royaume autour de lui. Et ce royaume-là, comme je disais, n'est pas nécessairement extérieur. Ça va se placer beaucoup dans ses habitudes de vie, dans sa façon de penser, dans ses pensées, dans ses actions. C'est beaucoup là que ce royaume va se placer. Et donc, il y a une façon de vivre, il y a une façon de se comporter, une façon de penser qui est très, très forte
dans l'homme, qui est très, je dirais pas cristallisée, mais qui est puissante. Et c'est une ligne qui tient là. Et changer ça, c'est très difficile. L'homme peut travailler à faire évoluer ça en lui-même, améliorer son royaume, quelque part. Donc, cette ligne de pensée et cette façon d'agir, où est-ce qu'il met ses actions, dans quoi il est impliqué. Mais changer ce dans quoi il est impliqué, c'est extrêmement difficile. C'est quelque chose de... C'est comme... Et on parle très peu souvent de ça, là. Donc, je sais que ça prend une grande ouverture là, pour rentrer là, dans ce que je dis. Mais vraiment, pensez-y. Les hommes ont ça. Les hommes sont leur ligne de volonté d'action, leur Mars en fait, et leur Mercure sont très, et donc Mercure, leur façon de penser, sont très placés. Et il y a vraiment un royaume qui se crée autour des hommes. Et quand on dit qu'il prend mari, prend pays, c'est ce pays-là que la femme prend quand elle prend mari. Quand elle prend justement son époux, là, quand elle choisit son homme quelque part. Eh bien, c'est ce pays-là. C'est les actions de l'homme et la pensée de l'homme sont très, très, très déterminées, très, très, très fortes. La femme, par rapport à ça, a une souplesse beaucoup plus grande, une réceptivité beaucoup plus grande. L'homme, il a comme un caractère qui est forgé, il a un monde à lui. Et ça, c'est très particulier. Quand on dit justement, dans le côté patriarcal, le côté homme, le côté masculin, quand on dit l'homme justement du foyer, l'homme qui tient le foyer, c'est pas pour rien que pendant longtemps, c'était, en tout cas dans certaines cultures, l'homme gagnait un peu l'argent pour le foyer, était un peu, c'est lui qui amenait les choses, là, le mot m'échappe là, mais qui vraiment c'est lui qui amenait l'abondance au foyer, qui allait chercher ça, et il le faisait par rapport à son activité, son métier. Et vous voyez le métier, je sais que maintenant, évidemment, hein, et c'est très bien hein, que maintenant tout le monde travaille, c'est correct. Hommes et femmes, évidemment. Hein, je pensais pas là que j'ai des idées séparatistes, bizarres, hommes-femmes. Là. Hein? On est dans quelque chose d'ouvert. Mais c'est pour parler des habitudes qui ont été créées, qui se sont créées naturellement. Et dans d'autres pays, je sais que c'est différent. Hein. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça du tout, la meilleure façon ou quoi que ce soit. Mais ce cliché que l'homme pourvoit, mais c'est que l'homme, son métier, c'est justement cette action et cette façon de penser. Dans quoi est-ce qu'il s'implique, dans quoi est-ce qu'il implique son mental et où est-ce qu'il place ses actions. Et c'est beaucoup, ça peut se refléter beaucoup dans le métier, par exemple, mais si ce n'est pas dans le métier, ça va quand même exister. Ça veut dire que ça va rester présent. La façon de penser de l'homme et les actions où est-ce qu'ils vont de l'homme restent extrêmement puissantes. Et ça, c'est vrai même pour des hommes qui n'ont pas nécessairement une volonté à tout casser, nécessairement une grande volonté, ou même un mental qui n'est pas nécessairement hyper développé. Malgré tout, la force de ces deux niveaux d'expression humaine dans l'homme vont rester extrêmement importants et vont colorer beaucoup, beaucoup le couple, vont colorer énormément l'union. Et ça, c'est extrêmement important de prendre conscience de ça si on veut commencer à toucher le masculin sacré. Parce que du coup, l'homme, le masculin sacré en tout cas, lui, il doit absolument travailler à avoir des actions qui sont cohérentes, qui sont sacrées en fait, parce que c'est ça le sacré, ou plutôt le vrai rôle du masculin, d'avoir des actions cohérentes et d'avoir une pensée qui puisse amener une clarté, qui puisse amener une lumière, qui puisse éclairer toute la situation autour. Parce que ces deux axes chez l'homme, chez le masculin, sont extrêmement forts et vont colorer la vie, en tout cas au niveau familial, au niveau en tout cas du couple, va colorer beaucoup, beaucoup la vie du couple. Et vraiment, ce n'est pas à prendre à la légère. Et je sais qu'évidemment, hein, les femmes peuvent avoir une carrière aussi, et souvent le font, hein, donc c'est très bien, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même énergie derrière. Et il faut être honnête là-dessus. Il faut être honnête. Il faut regarder pour vrai la différence. Et il y en a une. Il y en a une. Dans nos polarisations, nous sommes différents. Il ne faut pas commencer à dire, là, hommes, femmes, nous sommes tous pareils, etc. Et je vous garantis, c'est très, très, très différent. Et pensez-y. Pensez à Neptune. Pensez comment
dans notre amour pour la polarité opposée, on peut se pousser dans le monde divin, penser que si c'est comme ça, eh bien, il y a des raisons. Et dans le plan de la personnalité, dans justement nos plans physiques, donc de la volonté, le plan des sentiments, du cœur, et le plan de la pensée, de la tête, du niveau mental, dans tous ces plans-là, il y a des raisons. Il y a une réelle répercussion dans notre personnalité aussi. Je sais que c'est relativement subtil, que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui nous saute aux yeux, mais pensez-y à ces différences-là et ça n'enlève en rien, justement. Ça n'enlève rien au côté féminin. Le côté féminin, on en a parlé dans la dernière vidéo, de la force du féminin, justement, au niveau du cœur, qui est exceptionnelle et qui est extrêmement puissante. Et, ouais, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, on en a parlé quand même passablement. Allez voir la vidéo dernière si vous voulez approfondir. Et puis, on pourra en reparler d'autres fois, évidemment. Mais là, vraiment, je voulais montrer la force du masculin, qu'est-ce que ça devrait être et où est-ce que le masculin doit mettre son attention pour faire évoluer son pouvoir à lui. Parce que là, justement, l'exemple de Trump, où est placée sa volonté, ses actions, où sont placées ses actions, où est placé son mental, sa réflexion, comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il prend ses décisions. Et vous voyez que le niveau d'évolution, c'est un peu dur. On est très loin, en tout cas, du masculin sacré. Et donc, à nous de faire évoluer cette conscience, cette vision. Et c'est un défi que je lance surtout, en fait, aux hommes, évidemment. Mais ensuite, c'est la même chose pour les femmes parce que, comme je disais la dernière fois, évidemment que les hommes ont une partie féminine en eux et qu'ils doivent la comprendre et travailler avec et la développer. Et pour ça, il faut déjà comprendre justement le féminin sacré parce qu'on veut développer cette partie féminine vers ce féminin sacré-là aussi. Et pareil pour les femmes. Si elles veulent développer une partie de leur masculin intérieur, mais c'est pareil. Il est très important de connaître le masculin sacré. Donc, voilà, c'est la petite description que je voulais donner par rapport à qui prend mari, prend pays, là, cette fameuse idée, ce fameux dicton, hein, de voir un peu d'où est-ce qu'il vient. Et ce n'est pas du tout extériorisé, c'est vraiment quelque chose qui correspond à ce type d'action et ce niveau mental, c'est comme une culture en réalité que porte l'homme là où il met ses actions et ses pensées. Je ne sais pas à quel point j'ai été clair. J'ai l'impression qu'il manque un peu des bouts, mais je vous dis, hein, comme je vous disais, c'est un petit peu plus difficile pour moi de travailler sur ce sujet, même si évidemment je travaille dessus quand même. Hein. Mais voilà. Observez bien quel est le sens, l'éthique des hommes autour de vous au niveau de leurs actions et au niveau de leur clarté mentale. Et ça inclut donc, pour les hommes, une éducation. Parce que, tant pour le masculin que le féminin, si on veut aller vers le côté sacré, ben, il faut s'éduquer. Il faut aller chercher des sources, des ressources pour s'éduquer. Si on a eu des conditions familiales qui nous poussent dans certains niveaux d'action et certains niveaux au niveau de la pensée, et ça c'est le cas pour tout le monde, hein, eh bien notre propre mental, notre propre volonté, il faut aller l'éduquer. D'où l'école, l'importance de l'école. Et qu'est-ce que l'école pourrait devenir? En fait, l'école pourrait devenir un lieu où on va approfondir justement ça. On va approfondir, mais comment avoir des actions qui vont vers l'avenir d'une façon très positive et des façons de penser qui vont aussi vers l'avenir d'une façon très positive. Alors, d'amener l'école vers justement cette éducation des deux principes. Hein. Et puis, pareil aussi au niveau féminin, hein, de travailler aussi sur les sentiments, puis cette capacité de travailler dans le monde des sentiments, c'est extrêmement important. Et voilà ce que l'école pourrait être. Et c'est extrêmement important parce que c'est ça qui fait la base après des couples, donc des familles, etc. Donc, avec ce fameux Mars qui entre en Capricorne, comment est-ce qu'on va utiliser le pouvoir masculin? Qu'est-ce qu'on place sur cette idée du pouvoir masculin? Parce qu'on sait qu'il s'en va vers la conjonction Saturne, Pluton, Jupiter et Mars du coup qui va s'ajouter. Donc, qu'est-ce qu'on va placer sur cette conscience du pouvoir masculin? Ben déjà de voir que le pouvoir masculin est tel que ça crée un royaume. Un royaume rempli des actions, rempli d'un monde, là. Pensez-y 2 minutes, là, le métier ben là, je dis le métier, mais c'est plus que ça, en fait. C'est trop réducteur, métier. Mais vraiment, les actions et dans quoi l'homme va baigner dans son travail,
puis pas juste le travail, hein, même dans ses amitiés, dans son monde, dans tout ce dans quoi il va baigner, ça va colorer énormément le foyer, le couple, etc. Pensez-y 2 minutes, vous allez le voir, mais soyez très honnête à quel point ça colore. Et donc, où est-ce que l'homme doit s'impliquer? Où est-ce qu'il doit mettre son énergie? Où est-ce qu'il doit, euh, voilà, où est-ce qu'il doit donner, en fait, quel royaume il doit choisir? Parce que là où il s'implique, eh bien, ça crée un royaume, parce qu'il y a une force masculine qui crée cette énergie-là d'être à la tête quelque part de là où il se trouve. C'est pour ça que souvent, vous savez, le Mars fait des combats, il y a la guerre, hein, c'est un truc très masculin, cette guerre martienne, là. Eh bien, c'est parce que l'homme se place naturellement à la tête d'un royaume. C'est pour ça qu'il a l'habitude de, après, aller se combattre. On dit toujours Mars, mais c'est un peu stupide parce qu'il va toujours faire des combats. Mais c'est pas stupide du tout, en fait. C'est parce que Mars, l'homme, se met à la tête du royaume où il se trouve. Il se place toujours, le côté masculin fait ça, l'homme fait ça. Il se place à la tête de là où il se trouve. C'est pour ça qu'il y a une espèce d'orgueil, il y a une espèce de combativité. C'est normal. Mais il faut arriver à voir que son royaume est unique. Il n'a pas, premièrement, à se battre. C'est simplement qu'il soit fier de son royaume. Évidemment, s'il n'est pas fier de son royaume, s'il trouve que son royaume est trop rikiki ou ridicule ou limité ou je ne sais pas quoi, eh bien évidemment, il va vouloir se battre pour aller conquérir d'autres royaumes. Il va être jaloux d'un royaume à côté. Il va convoiter un autre royaume. Il va vouloir aller le chercher, évidemment. Mais s'il réussit à avoir des actions et des pensées suffisamment d'un royaume qu'il aime, qu'il chérit réellement, duquel il est fier, et s'il a la chance d'être en couple et d'être en amour, bien que sa partenaire, justement, lui amène une richesse émotionnelle au sein de ce royaume qui est magnifique et qui le nourrit, eh bien là, il n'aura pas cette convoitise ou ce désir de guerre, en fait. Parce que son royaume, il va être fier de son royaume. Et juste pour compléter un peu cette idée, je sais que ça fait un peu prince-princesse, là, mon affaire, mais quand même, je vous dis, c'est super clé. En tout cas, c'est une très belle approche. Je ne dis pas que c'est la seule, mais c'en est une très belle. Et dans ce royaume, évidemment, l'enfant qui viendra, donc c'est évidemment justement la femme qui porte le futur du royaume. Et on sait, hein, au niveau de l'héritage, c'est exactement ça. On sait que l'enfant vient justement, naît dans on dit égrégore familial, ou ce milieu familial, et qui lui, évidemment, porte tout l'avenir de ce royaume que l'homme a créé au départ. Et pensez-y, voyez à quel point c'est quelque chose de profond, de puissant, le royaume que l'homme crée, et c'est sa responsabilité de pouvoir dans quel royaume il se place. Et c'est pour ça que c'est tellement clé de parler de M. Trump, parce qu'il est justement à la tête d'un royaume qui est les États-Unis, et ça nous donne un peu l'idée de aujourd'hui, où est-ce qu'on place l'homme, quelle est notre vision de l'homme, et c'est très nocif, hein, de garder en tête que l'homme est un guerrier, l'homme c'est lui qui fait toutes les choses mal, etc. C'est très nocif de nourrir ça parce que si on fait ça, nous sommes en train de donner de la force à tout ce côté un peu sinistre de l'homme, des valeurs masculines qui sont très ternes en fait, cette compétitivité, toute cette énergie-là, très très nocive. Je ne dis pas qu'il faut jamais être compétitif, là, mais toute cette énergie nocive de guerre, eh bien on la nourrit. Et à la place, il faut se concentrer à voir qu'est-ce que l'homme peut être, qu'est-ce que l'on souhaite comme homme, quel roi, quelque part, quelle énergie masculine à la tête d'un royaume est-ce que l'on souhaite. Et voilà. Bon, j'espère que ça a été suffisamment clair et que le message passe. Si vous avez des questions, posez-les. S'il y a des choses là-dedans qui ne sont pas complètes pour vous, qui ne répondent pas, dites-le moi dans les commentaires. Je vais essayer d'approfondir après. Mais déjà, je vous dis, c'est extrêmement profond de considérer ça. Donc, les deux principes, masculin, féminin, d'approfondir cette notion, c'est extrêmement important. Et moi, je vous dis, si on ne le fait pas, ce travail-là d'approfondir ces deux principes, gare à nous. Et on a des signes partout qui émergent de partout. La jeunesse aujourd'hui, vous savez hein, que la jeunesse aujourd'hui est formée hein, dans les écoles et tout. Il y a toute cette idée de, vous savez là,
moi je suis pas très bon pour parler de ça, mais tous les trucs tu sais, l'homme et la femme, c'est plus tellement fort maintenant. Là. Tu sais, ils disent toujours, ah oui, mais vous devez trouver votre liberté d'attirance d'un côté, de l'autre, toutes sortes de choses complexes. Là, je connais pas les noms de tout ça, je suis désolé. Mais puis c'est pas par manque de respect, là. Je veux dire, je comprends aussi qu'il y a plein de conditions dans tout ça. Sauf que je vous dis, toute la complexité qui est soulevée par rapport au masculin et féminin aujourd'hui dans notre culture, actuellement, et c'est extrêmement important, c'est très très actuel, il ne faut pas sous-estimer ce sujet-là, il est extrêmement important, eh bien tout ça vient justement de cet non-approfondissement des deux principes, de ne pas aller chercher le précieux qu'il y a dedans, de vraiment le creuser, d'aller voir ce qui est extraordinaire dans ces deux principes, d'être amoureux de ces énergies-là et d'aller les chercher, qu'elles nous tirent vers le divin. C'est le travail que Neptune nous propose. Et si on ne le fait pas, ce travail d'approfondissement, eh bien effectivement, les flous s'installent et on va sortir plein de théories, mais ces théories souvent sont créées dans la souffrance, dans des choses difficiles. Et je le comprends que c'est pas facile. Et souvent, la réponse aux grands défis de l'humanité, aux grands défis que l'on traverse, et ça, c'en est un actuellement, ben, la spiritualité en a une énorme réponse. Évidemment, ça fera une spiritualité profonde, hein. Pas des réponses toutes faites d'avance. Il faut aller creuser, il faut aller chercher les messages, il faut aller les conquérir, ces messages. Il faut vraiment aller les trouver. Mais ils sont là. Et donc, le travail là, que je propose pour moi, je le trouve extrêmement important. Et ça touche même la direction des pays. Et là, l'élection justement aux États-Unis, c'en est un extrêmement important en 2020, avec les aspects énormes qu'il y a en Capricorne. Pour moi, on passe un gros test en tant qu'humanité sur notre conception du masculin sacré, justement, par rapport à ça. Et donc voilà, si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, écrivez-les, ça va me faire plaisir d'avancer. Je fais franchement de mon mieux. J'espère que vous comprendrez, c'est un travail qui n'est pas si évident. Moi, j'ose vraiment rentrer dans les planètes et pousser ces sujets plus loin. J'espère que c'est suffisamment clair pour vous, en tout cas. Merci beaucoup à tous ceux qui pourront apprécier. Et à la prochaine pour d'autres capsules d'astrologie, d'autres vidéos. Merci beaucoup et partagez si ça vous plaît. Si vous voyez le sens derrière, partagez amplement. C'est un message que je trouve extrêmement important. Donc voilà, merci beaucoup à tous et à la prochaine.